Rendez-vous de l'économie sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, c'est la rencontre des deux plus grands pays du monde en termes de population. La Chine et l'Inde, deux peuples, deux cultures qui tentent le rapprochement. Et cela passe d'abord par les liens économiques. La visite à New Delhi de Xi Jinping va-t-elle donner naissance à un nouvel ordre régional? On voit cela dans quelques minutes avec Thibaut de la Baronnière. Et juste avant, nous ferons le point sur la réunion hier de la Fed, la Banque centrale américaine qui maintient le suspense quant au calendrier d'une hausse des taux d'intérêt. Eric Lewin nous livrera ses éclairages. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Le tour du monde avant tout cela, de ce qu'il faut retenir de l'actu économique. Et l'Europe d'abord, il n'y a pas que la Fed qui était attendue ces dernières heures. La BCE lançait enfin ce jeudi son programme de méga prêts en direction des grandes banques de la zone euro. 400 milliards d'euros à emprunter sur 4 ans à un taux de 0,15%. Le dispositif était censé relancer le crédit en direction des entreprises. Eh bien, grosse déception au final puisque seulement 82,6 milliards d'euros ont été alloués. Une preuve de plus qu'un soutien monétaire ne suffira pas à lui seul pour dynamiser l'activité en Europe. Une vraie relance de la demande est prônée d'ailleurs du côté de la BCE. On reparle du virus Ebola. La Banque mondiale s'inquiète du facteur peur généré par l'épidémie. 2500 victimes et un impact économique catastrophique d'après l'organisation sur des États déjà fragiles. La Banque mondiale qui estime que le PIB cumulé des 3 pays les plus touchés, Guinée, Libéria et Sierra Leone, pourrait chuter de 360 millions de dollars cette année, 800 millions en 2015. Si l'épidémie n'est pas contenue, c'est la récession qui menacerait ces économies. Le FMI réfléchit à des programmes d'aide et avant-hier, c'est l'ONU qui avait tiré la sonnette d'alarme. La sécurité alimentaire dans certains des pays les plus touchés est un grand problème. Le ralentissement économique, l'interruption des marchés, l'imposition de quarantaines, dont des barrages routiers dans certaines régions, réduisent l'accès à la nourriture et le pouvoir d'achat des ménages. Des ambitions, l'Égypte en a. Le Caire voit grand avec notamment le chantier du second canal de Suez. Et côté croissance, le ministre de l'Investissement vise un chiffre de plus 6% d'ici 3 à 5 ans. Alors encore convalescente après 3 ans d'instabilité politique, l'économie égyptienne a profité du soutien bien concret des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite. De quoi expliquer aussi l'optimisme du gouvernement. À la fin de notre plan quinquennal, la croissance égyptienne aura augmenté de 6%. Le taux de chômage sera réduit de 14 à 10% et le taux de pauvreté sera en dessous des 20%. Quant au déficit, il sera d'environ 9% du PIB. En bref, l'ONU a annoncé hier un accord provisoire entre Israéliens et Palestiniens en vue d'accélérer la reconstruction de Gaza, reconstruction sous la surveillance de l'ONU, car il s'agit aussi de s'assurer que les matériaux de construction restent uniquement à usage civil. FMI et Banque mondiale en appellent à l'aide internationale. On écoute l'avis du directeur régional de la Banque mondiale. Eh bien, s'il y a de l'argent pour la reconstruction, nous avons malheureusement l'expérience de 2 autres reconstructions sur ces 6 dernières années. Donc notre espérance est que l'économie reparte vraiment d'ici à 2015. Cependant, il est très important de dire que même si les statistiques seront très bonnes à Gaza, cela ne nous ramènera pas au niveau du 1er juillet. Voilà, et puis jour J pour Alibaba, on connaîtra ce soir le prix de lancement de l'action du groupe chinois. En début de semaine, la fourchette de prix avait été relevée entre 66 et 68 dollars, un niveau qui signifierait une levée de plus de 25 milliards de dollars demain à Wall Street et surtout une valorisation en bourse au-delà des 163 milliards, bien plus qu'Amazon, le concurrent américain qui plafonnait hier sous les 150 milliards. Fin du suspense sur les coûts de la clôture de Wall Street. Et on va revenir sur la réunion hier à Washington de la Réserve fédérale américaine, la Fed, qui entretient une certaine ambiguïté autour du calendrier de relèvement des taux. On va écouter d'abord Madame la gouverneure Janet Yellen. Au sujet des taux d'intérêt, la Fed réaffirme ses prévisions de garder probablement son taux directeur actuel pour une période considérable après la fin du programme de rachat d'actifs, surtout si l'inflation reste en dessous de notre objectif de 2% sur le long terme. Voilà, priorité toujours à la croissance. Et on joue en ligne depuis Paris, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour Eric, alors que faut-il retenir de cette réunion de la Fed? Pas vraiment de changement de discours sur les taux. Pour la hausse, il faudra encore attendre au moins 6 mois à peu près.
Oui, écoutez, ce qu'on sait de ce communiqué, c'est que la Banque centrale va réduire à partir d'octobre ses achats mensuels d'obligations et qu'elle va sans doute arrêter les achats définitivement fin octobre. Maintenant, sur la hausse des taux, il n'y a rien de particulier dans le communiqué, ce qui a permis d'ailleurs aux bourses de bien se comporter, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup d'hésitation. La Fed a notamment révisé à la baisse ses prévisions de croissance sur 2014 entre 2 et 2,2%, ce qui veut dire qu'avec une croissance faible, il n'est pas sûr du tout que même dans les 6 mois, la Réserve fédérale augmente ses taux, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Et alors du côté des bourses, des marchés, on a plutôt mal commencé la semaine avec de mauvais indicateurs en Chine notamment. Et puis on s'est repris finalement grâce aussi à la Fed une fois de plus. Oui, écoutez, grâce à la Fed, on s'est repris puisqu'on doit gagner notamment à Paris 0,6% sur la semaine. Mais attention parce que le marché est coincé entre deux feux. D'un côté, les rendements monétaires et obligataires sont très bas, ce qui pousse à l'achat d'actions. Mais d'un autre côté, les perspectives de croissance restent moroses. Vous parliez de la Chine, c'est vrai qu'on va sans doute avoir des prévisions revues à la baisse. Mais les États-Unis, la Fed a révisé à la baisse, je le disais, ses prévisions de croissance. Et puis en Europe, c'est vraiment le ralentissement économique, pour ne pas dire la récession. Et donc, comme on manque de catalyseurs en ce moment, on ne peut pas s'attendre à une forte hausse. Disons que si le communiqué de la Fed d'hier avait été vraiment en faveur d'une hausse des taux, on aurait eu une forte baisse des marchés. Là, pour l'instant, on attend, c'est vraiment l'attentisme qui prévaut avant début octobre, la publication des premiers résultats américains pour le 3e trimestre. Et puis un mot, Eric, quand même, pour finir sur deux des grands titres de la semaine en France. Vous êtes bien placé pour en parler. D'abord, la grève des pilotes chez Air France et puis la bataille aussi pour le contrôle du Club Med. Alors oui, on va commencer par Air France. Oui, alors une grève qui continue. Alors il faut savoir quand même, David, que Air France aurait dû faire entre 100 et 120 millions de bénéfices cette année, mais que la grève coûte environ 15 millions d'euros par jour à la compagnie. C'est-à-dire que la grève qui dure depuis 4 jours, si elle durait 8 à 10 jours, ça voudrait dire que le groupe pourrait continuer à être dans le rouge sur l'exercice 2014. Et vous savez que Air France est un groupe qui a beaucoup de difficultés. Il y a eu quand même 4 exercices de perte sur les 5 derniers exercices. Alors on a du mal à comprendre pourquoi les pilotes d'Air France refusent le low cost, alors que le low cost est vraiment la voie idéale. On a vu les succès de Ryanair, de EasyJet, et puis en plus, quand on regarde les pilotes d'Air France qui ont environ 12 000 euros de rémunération mensuelle par mois, on a du mal à comprendre. En tout cas, tout ça fait beaucoup de mal à l'action qui perd 5% sur la semaine et 20% en 3 mois. Un mot pour finir du Club Med. Alors, il y a une surenchère, elle est du groupe Fosun, c'est un chinois à 22 euros par action, mais le cours du Club Med est au-dessus des 22 euros parce qu'on subodore que Andrea Bonomi, qui est un homme d'affaires italien, pourrait également faire une contre-offre. Alors, disons, pour être très rapide, qu'il y a 2 stratégies. Celle de Fosun, c'est on reste dans le haut de gamme avec une stratégie vers la Chine, et celle de l'italien, c'est équilibrer l'Europe, l'Asie et l'Amérique avec un remodelage de l'offre moyenne gamme. Disons que ce feuilleton Club Med qui dure depuis maintenant 18 mois n'est pas prêt de se terminer, avec un cours de l'action, je le répète, qui est au-dessus de l'offre du chinois, autour de 22,50 actuellement. Merci Eric pour tous ces éclairages. Allez, notre dossier du jour, ils sont voisins, 2 géants démographiques, économiques aussi de plus en plus. L'Inde et la Chine pèsent plus du tiers de la population mondiale, 11 000 milliards de dollars de PIB cumulé. Alors au-delà des tensions politiques chroniques, Pékin et New Delhi entendent se rapprocher grâce à de vrais partenariats, commerce, investissement. Que faut-il espérer de la visite en Inde ces jours-ci du président chinois? Johanna Citruc nous décrit les enjeux de ce sommet. Renforcer les relations économiques entre les 2 puissances d'Asie. Voici la promesse que le président chinois, Xi Jinping, a emportée avec lui à l'occasion d'une visite officielle de 3 jours en Inde. À eux seuls, les 2 pays rassemblent 35% de la population mondiale. Mais chacun a des compétences bien spécifiques. Alors que la Chine excelle dans la fabrication, le point fort de l'Inde, c'est le secteur des services. Coopérer sur le plan économique pourrait donc leur permettre d'augmenter à la fois leur attractivité et leur compétitivité. Ce que nous avons en commun avec l'Inde, c'est notre mission pour développer conjointement nos économies et nos responsabilités importantes pour protéger la paix et le développement du monde. L'expression de concurrence stratégique est souvent utilisée pour parler de relations entre l'Inde et la Chine, mais ce n'est probablement pas le meilleur qualificatif. La Chine est déjà le premier partenaire économique de l'Inde. Les 2 pays échangent pour plus de 65 milliards de dollars par an. Problème, depuis une dizaine d'années, le déficit indien se creuse. Il est passé de 1 milliard de dollars au début des années 2000 à plus de 40 milliards aujourd'hui. Le Premier ministre, Narendra Modi, compte donc sur l'aide de la Chine pour relancer son économie. Xi Jinping se serait en effet engagé à investir plus de 100 milliards de dollars en Inde.
Ça représente environ 3 fois le montant récemment promis par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, à son homologue indien. Voilà, grosse bataille d'influence en Asie du Sud entre la Chine et le Japon, on l'aura compris. Et l'arbitre, ce sera donc sans doute l'Inde et son marché gigantesque. Et avec nous sur ce plateau, Thibaut de la Baronnière. Bonjour David. Bienvenue à vous, analyste économique. Alors d'abord, qui a le plus à gagner de ce rapprochement? On sait que ça reste quand même assez déséquilibré encore aujourd'hui avec 40 milliards de dollars de déficit pour l'Inde. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la Chine est vraiment le loup dans la bergerie diplomatique et économique de l'Asie. La Chine ne se préoccupe que d'une seule chose, ce sont ses intérêts économiques et diplomatiques. Non seulement il y a des conflits territoriaux dont la Chine use et abuse avec l'Inde, mais la Chine vient d'obtenir le droit de construire des parcs industriels en Inde sans concession. Plusieurs milliards de dollars. Exactement. La Chine a le besoin vital pour son économie de rester l'usine du monde et ne compte pas laisser cette possibilité à l'Inde. C'est elle qui pousse vraiment à ce rapprochement aujourd'hui. Exactement. En fait, tous ces pays d'Asie souffrent en ce moment d'une croissance qui est en train de ralentir. C'est un gros problème pour la Chine qui avait visé cet ennemi qui est plutôt sur un rythme de 6,9. Voilà, 6,9, 7,3. L'Inde a 10 millions de jeunes actifs à absorber chaque année dans son marché de l'emploi et a donc aussi des gros problèmes. Alors justement, le problème vient peut-être de l'Inde aussi, qui n'a pas trop le choix avec une croissance en 2013 à 5%, la plus mauvaise depuis 10 ans. On n'a pas le choix, on accepte les capitaux chinois à tout prix finalement. L'Inde est courtisée par tout le monde, mais a aussi besoin de tous ces capitaux justement pour accepter des nouveaux investissements et pour absorber cette relancer masse l'industrie aussi. Oui, exactement. Parce que c'est le modèle économique. Le modèle économique de l'Inde est encore à trouver pour le gouvernement indien. Le problème jusqu'à maintenant, c'était que c'était très service. Ça utilise beaucoup moins de ressources humaines que l'industrie. Et le nouveau Premier ministre nationaliste a décidé qu'il fallait relancer l'industrie et lancer le Made in India pour voir un plus d'emplois en Inde. Et d'ailleurs, Xi Jinping qui avait dit que la Chine restera l'usine du monde et l'Inde un petit peu le back-office, ça rejoint ce que vous dites. Exactement. Alors entre l'Inde et la Chine, il y a aussi quand même le Japon, troisième puissance économique mondiale, la deuxième d'Asie après la Chine. Est-ce que les choix de l'Inde ces jours-ci, on sait que Shinzo Abe a reçu le Premier ministre indien il y a quelques semaines, est-ce qu'ils sont déterminants pour l'avenir de ces rapports de force finalement dans la région? Oui, il faut comprendre qu'en fait tout ça est toujours un peu un jeu de dupes où chacun essaye de tirer la couverture vers soi. À la fin, c'est surtout la Chine qui l'emporte. Le Japon, lui, en fait, a aussi un gros problème qui est qu'il n'arrive plus à exporter autant qu'avant. Ces industries en souffrent, évidemment ses emplois également. Les industries japonaises ont tendance à aller s'installer dans les marchés locaux où elles vendent parce qu'elles sécurisent le taux de change et le coût de production et ça crée des gros problèmes économiques locaux sur le Japon et du coup l'Inde apparaît comme un marché où il faut aussi essayer d'investir. Alors dans l'idéal, si tout marche bien entre la Chine et l'Inde, on peut imaginer qu'au vu de la vigueur de ces marchés, finalement ce serait cette alliance Inde-Chine qui pourrait dicter la demande, l'offre mondiale au niveau de la production? Non, moi je pense que la Chine reste préoccupée par ses seuls intérêts. Depuis la création de la Chine communiste, l'Inde a toujours perdu, que ce soit diplomatiquement ou économiquement. Et j'ai envie de dire que le meilleur exemple récent, c'est la création de la nouvelle banque internationale pour les BRICS, Brésil, Russie, Chine, Inde, qui devait se créer à New Delhi, qui est en fait créée à Shanghai. À Shanghai, ouais, ça veut tout dire. Merci beaucoup Thibaut de la Baronnière pour toutes ces explications. Merci David. Et on passe au Media Watch. Et on va parler travail pour cette revue de presse. Une étude affirme que pour améliorer sa productivité, il faut faire des pauses régulièrement. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors une étude très sérieuse. Oui, une étude qui a été menée en Lettonie grâce à un logiciel qui s'appelle DeskTime et qui mesure la productivité des employés. Et d'après les résultats, pour être plus efficace, il ne faut pas forcément travailler plus, mais plus intelligemment, ce qui implique donc de faire des pauses régulières pour permettre à son cerveau de se reposer. Alors le ratio, le rythme idéal, c'est 52 minutes de travail suivi de 17 minutes de pause. Mais pour que ça fonctionne, il faut que le travail soit le plus intense possible et que les pauses soient les plus relaxantes possibles. Voilà, c'est bon à savoir. Alors on continue Joanna avec une initiative assez inédite, une jeune femme qui a décidé de payer ses impôts uniquement avec des centimes. Exactement, il s'agit d'une jeune saisonnière de 28 ans qui est actuellement au chômage mais qui devait régler 1107 € d'impôts sur le revenu, très exactement pour un salaire moyen de 1400 € par mois en 2013. Et agacée de devoir payer autant par rapport à son salaire, elle a décidé de verser plus de 200 € en apportant 30 kilos de pièces rouges, donc des pièces de 1, 2 et 5 centimes.
Petite vengeance puisque 7 employés du centre d'impôt en question, le centre d'impôt de Haute-Savoie, ont passé plus de 2 heures à tout vérifier, à tout recompter. Voilà, la relance de l'activité qui passe peut-être en France par les petites pièces. Alors Johanna, pour terminer, direction les États-Unis, les hôtels Marriott ont lancé une campagne pour inciter les clients tout simplement à laisser les pourboires aux femmes de chambre. Effectivement, cette campagne s'appelle l'enveloppe s'il vous plaît. Et comme son nom l'indique, des enveloppes vont être placées dans les quelques 160 000 chambres des hôtels Marriott d'Amérique du Nord. L'objectif est donc d'encourager les clients à laisser des pourboires aux femmes de chambre. En fait, il s'agit plutôt d'une astuce détournée de Marriott pour pouvoir éviter d'augmenter leur salaire puisqu'elles ne reçoivent en moyenne que 9,40 $ de l'heure. Mais cette initiative révolte les internautes et les clients puisqu'ils savent que Marriott génère plus de 600 millions de dollars de profit chaque année. Et on peut comprendre ses clients. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Et fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.